L'analyse en composantes principales. De quoi s'agit-il? J'ai ouvert un fichier d'enquête. Enquête menée auprès d'un groupe d'enfants et à ces jeunes gens, à ces jeunes garçons, à ces jeunes filles, on a posé un certain nombre de questions. Leur score en littérature, leur niveau de curiosité, leur adaptabilité, quotient intellectuel, aptitude verbale, motivation, interactivité, niveau d'abstraction et bien d'autres variables qui incluent la sensibilité musicale, le revenu des parents. Donc au total, 15 variables ont été mesurées sur ces participants. Alors 15 variables, ça fait déjà beaucoup, mais ce n'est absolument rien comparé à des études qui mesurent jusqu'à 100 ou 200 variables. Or, plus le nombre de variables est grand, plus l'analyse des données se complique. Imaginez qu'il faille comparer, par exemple, le niveau de curiosité des enfants à leur aptitude verbale. N'est-ce pas qu'on veuille savoir s'il y a une corrélation entre le score obtenu par ces enfants dans les sciences à leur niveau d'abstraction, mais il faudrait aussi tenir compte du fait que cette corrélation, cette association entre score en sciences et abstraction est peut-être le fait de l'éducation du père ou de la mère, qu'il y a peut-être une association cachée avec les capacités visuelles des enfants. Bref, l'analyse des données peut se révéler très compliquée et c'est pourquoi l'approche, la méthode statistique que nous présentons ici et qu'on appelle analyse en composantes principales a pour but, entre autres, de réduire la dimension du problème. Nous avons 15 variables et pour procéder à l'analyse de ces données, on demande s'il est possible de condenser, de réduire, de compresser, de factoriser ces variables. Est-ce qu'on peut, à partir de 15 variables, synthétiser de nouvelles variables qu'on peut appeler variables canoniques, facteurs, variables nouvelles, enfin donnez-leur le nom que vous voulez. Ces nouvelles variables seraient alors des combinaisons des anciennes variables. Donc en combinant par exemple le score en sciences et le score en littérature, le niveau de curiosité, l'adaptabilité, etc., peut-on arriver à des variables synthétiques en très petit nombre et par exemple, au lieu de 15 variables, on pourrait synthétiser 3 ou 4 variables qui contiendraient le maximum d'informations contenues dans les anciennes variables. Et cette base de données est une masse d'informations. En langage technique, c'est une masse de variance. Et peut-on décomposer cette variance de manière à synthétiser des variables nouvelles, des composantes principales si on peut dire, et qui captureraient autant que possible le maximum d'informations contenues dans les variables initiales. Et c'est ce que nous allons faire ici. Alors pour ce faire, on va dans Analyse, Dimension Reduction. On veut en effet réduire la dimension du problème, le nombre de variables, passer de 15 variables à, on va dire, quelques 3 ou 4 ou peut-être 5 variables. Ok? Et on clique sur Facteur. Nous allons ajouter toutes les variables, les 15 variables, dans la case des variables. Et dans Descriptive, nous allons demander les statistiques univariées. Ce sont par exemple la moyenne, l'écart type de chacune de ces 15 variables. C'est toujours bon d'avoir de telles informations, bien sûr. Nous allons aussi demander la matrice des corrélations, n'est-ce pas? Y a-t-il une corrélation entre le score obtenu par un enfant, un participant en sciences, et son quotient intellectuel? Est-ce que l'aptitude verbale de l'enfant est corrélée avec sa motivation, etc. Et donc, c'est une matrice de 15 lignes et 15 colonnes, puisqu'on a 15 variables. C'est donc une grosse matrice de corrélation, et vous allez voir que il est très difficile d'analyser ou d'interpréter une telle matrice, d'où un autre argument en faveur de la réduction du nombre de variables. Alors, nous allons demander les niveaux de signification. Pour chaque coefficient de corrélation calculé, est-ce qu'il est significatif ou est-ce qu'il ne l'est pas? Nous allons demander le calcul du déterminant de la matrice des corrélations. Et si vous dites pourquoi, eh bien c'est parce que ce déterminant doit satisfaire une condition de l'analyse en composantes principales. Et plus concrètement, il ne faut pas que le déterminant de la matrice soit égal à 0. Si le déterminant est égal à 0, cela signifie que au moins 2 de ces variables sont parfaitement corrélées. Et c'est ce qu'on appelle aussi la multicollinéarité. Et si vous avez 2 variables qui sont parfaitement corrélées, il n'y a aucune raison d'inclure ces 2 variables dans l'étude. Il faut systématiquement enlever l'une de ces variables. Et c'est ce que va nous dire le déterminant. Si le déterminant n'est pas égal à 0, nous sommes chanceux, nous pouvons considérer qu'il n'y a pas de multicollinéarité. Nous allons aussi demander un indice
important, l'indice KMO, K pour Kaiser, MO pour ses collègues. L'indice KMO est un indice d'adéquation de la base de données que nous soumettons à l'analyse en composantes principales. Nous demandons en quelque sorte si cet échantillon est adéquat pour mener une telle analyse. Et la norme, c'est de supposer qu'un indice KMO supérieur à, on va dire 0,6 ou 0,7 est un bon indice. Donc nous cherchons un KMO relativement grand. Et ça dit encore test de sphéricité de Bartlett. Alors, ce test cherche à savoir si la matrice des corrélations égale à la matrice unité. Et la matrice unité signifie que les variables sont 2 à 2 indépendantes, qu'il n'y a aucune corrélation entre les variables. Alors, voyez que, d'une part, on ne veut pas que le déterminant soit égal à 0, puisqu'il y aurait alors multicollinéarité. D'autre part, avec le test de sphéricité de Bartlett, il ne faut pas que les variables soient non corrélées. Il faut qu'il y ait un minimum de corrélation entre les variables. D'accord? Donc ça, c'est important. On va aussi demander la matrice de corrélation anti-image. Et cette matrice va nous fournir des indices KMO pour chaque variable. On pourra donc dire si chacune des variables a le mérite de faire partie de cette étude. Continue. Dans extraction, SPSS nous propose une méthode d'extraction des composantes principales, et c'est-à-dire des variables synthétiques, des nouvelles variables que nous voulons construire à partir des premières. Alors, la méthode par défaut s'appelle Principal Component, mais il y a d'autres méthodes comme la méthode des moyennes carrées non pondérées, la méthode des moyennes carrées généralisées, la méthode du maximum de vraisemblance, Principal Access Factoring. Chaque méthode a son mérite, mais pour les fins de cette démonstration, nous allons extraire les variables synthétiques par la méthode des composantes principales, et dans un autre film, je prendrai le temps de discuter des mérites des autres méthodes. Alors, cette méthode analyse la matrice des corrélations, mais d'autres méthodes peuvent au contraire analyser la matrice des covariances. Nous allons garder la matrice des corrélations. Nous allons demander un diagramme important qu'on appelle le scree plot, et ce graphique va nous aider dans le processus de décision quant au nombre de facteurs ou de composantes principales qu'il faut retenir. N'est-ce pas, nous avons 15 variables, et si vous dites, mais combien faut-il retenir de facteurs? 2, 3, 4, 5, 1, 8. Ces choix paraissent un peu arbitraires, et avec le scree plot, on aura un moyen de décider. Mais ce n'est pas la seule façon de décider. On peut aussi décider en fonction de ce qu'on appelle les valeurs propres des composantes principales. En anglais, eigenvalues, les valeurs propres des composantes principales supérieures à 1 seront retenues dans l'analyse. Et par défaut, c'est ce que fait SPSS, n'est-ce pas? Et si vous dites, mais à quoi correspondent ces valeurs propres, ces eigenvalues? Eh bien, ce sont les variances des facteurs. N'est-ce pas? Les composantes principales sont des variables synthétiques, ce sont de nouvelles variables qui combinent les anciennes. Elles ont donc des moyennes, des variances, des médianes, et ces variances sont mesurées par les eigenvalues. Et ce que nous disons, c'est qu'une composante principale qui a une eigenvalue, une valeur propre supérieure à 1, doit être retenue dans l'analyse. On pourrait aussi choisir nous-mêmes le nombre de facteurs. N'est-ce pas? Je pourrais décider par exemple que 3 composantes principales suffisent. Et vous me direz, mais pourquoi 3? Pourquoi pas 4? N'est-ce pas? Je pourrais choisir 4. Je pourrais choisir 2. Alors pour les fins de cette démonstration, nous allons laisser l'option par défaut et nous allons comparer le résultat obtenu par cette option avec ce que nous dit le scree plot. Ouais, donc nous avons deux méthodes, deux façons de retenir les composantes principales, de sélectionner le nombre de composantes principales. Et je clique sur continue. Alors, l'option rotation est importante pour interpréter les facteurs retenus. Vous voyez, quand vous synthétisez de nouvelles variables à partir d'anciennes, nous savons à quoi correspondent les anciennes variables. Par exemple, nous avons le score en sciences et nous savons ce que mesure cette variable. Elle mesure le score obtenu par les participants dans les sciences. Mais si on combine ces variables, de quelque manière que ce soit, il faut ensuite pouvoir nommer ces variables. Il faut dire à quoi elles correspondent, d'autant plus que les nouvelles variables pourraient servir dans des analyses subséquentes. SPSS nous offre ce qu'il appelle méthode de rotation, qui sont des transformations sur les coefficients, les poids des facteurs retenus pour les rendre plus sensibles à l'interprétation.
Il y a plusieurs méthodes, Varimax, Cartimax, Equamax, Promax. Celles qui sont les plus utilisées sont les méthodes Varimax et Oblimin. Alors, Varimax est une méthode de rotation qui conserve l'indépendance des facteurs, des composantes principales. Autrement dit, après rotation, les variables retenues sont parfaitement décorrélées. Il n'y a pas de corrélation entre les nouvelles variables. Nous verrons qu'il y a une corrélation, qu'il y a une association entre les anciennes variables. Évidemment que le score obtenu par un enfant en sciences est corrélé avec son quotient intellectuel, avec son niveau d'abstraction, mais une fois factorisées ces variables, une fois condensées, compressées en des variables synthétiques, Varimax assure que les nouvelles variables sont indépendantes. Elles ne sont plus corrélées, elles sont décorrélées. Et par conséquent, si on a des raisons de croire que les nouvelles variables doivent avoir un minimum de corrélation, un minimum d'intercorrélation, alors il faut plutôt choisir Oblimin. Donc Oblimin permet de garder un degré de corrélation entre les facteurs retenus, alors que Varimax suppose que les facteurs retenus n'ont aucune espèce d'association de corrélation. Ces facteurs sont indépendants. Pour cette étude, nous allons garder l'option Varimax. Nous allons synthétiser de nouvelles variables qui sont parfaitement indépendantes. Et je clique sur Continue. Alors dans Score, SPSS nous donne le moyen de sauvegarder les scores obtenus par les participants sur les nouvelles variables, sur les variables synthétiques, sur les composantes principales, sur les variables canoniques. D'accord? Alors plusieurs méthodes s'offrent. Nous gardons l'option par défaut régression. Vous allez voir que SPSS va calculer pour chacun de ses participants un score pour les nouvelles variables. Et c'est bien parce que toutes les analyses subséquentes, t-test de student, test de normalité, test ANOVA, régression, toute analyse que vous pouvez imaginer sur cette base de données sera menée à partir des variables synthétiques. Il faut donc des scores pour ces variables. On va aussi choisir cette option et vous allez voir pourquoi dans l'interprétation des données. Je fais continue et finalement dans option Exclude Cases Listwise, SPSS va systématiquement supprimer toutes les lignes qui contiennent au moins une donnée manquante. Il n'est pas possible de faire une analyse en composante principale avec des observations qui manquent. D'ailleurs, il faut aussi prendre soin de vérifier qu'il n'y a pas de outliers. Il n'y a pas de mesure d'observation aberrante. C'est une condition pour mener une ACP, une analyse en composante principale robuste. Alors, ici, c'est encore pour faciliter l'interprétation des facteurs retenus. Je vais demander à SPSS de systématiquement supprimer tous les coefficients qui sont inférieurs à 0,5. Cela va faciliter, comme on va le voir dans quelques instants, l'interprétation des facteurs. Parce que normalement, les variables synthétiques sont des combinaisons de ces 15 variables. Seulement voilà, certaines variables n'ont pas un poids important dans la synthèse des nouvelles variables. Nous voulons supprimer ces petits poids, ces petites influences et ne garder que les plus importantes, car avec les plus importantes, nous saurons le concept latent sous-jacent à ces variables. D'accord? Je clique sur Continue et OK. Le premier tableau porte sur les statistiques descriptives des variables de l'enquête. Ce sont la moyenne, l'écart type et le nombre d'observations, la taille de l'échantillon pour chaque variable. Alors je crois que nous savons comment lire un tel tableau, donc je vais passer directement au tableau suivant qui est la matrice des corrélations. C'est une matrice de 15 lignes et 15 colonnes. Le coefficient de corrélation entre le score en sciences et le score en littérature est de 0,335 et ce coefficient est significatif. Le tableau juste en bas désigne la p-value, le degré de signification d'un tel coefficient. Donc pour 0,335, on a une p-value de 0,000 qui est significative. Il y a donc une corrélation, une association significative entre le score obtenu par un participant en sciences et le score qu'il a obtenu en littérature. Et on a par exemple un coefficient de corrélation de 0,905 entre la curiosité de l'enfant et son adaptabilité. Et si vous regardez tout juste en bas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce coefficient est aussi significatif au seuil de 5%. Alors, sur la diagonale principale, vous avez des coefficients qui sont tous égaux à 1, évidemment, puisque chaque variable est parfaitement corrélée avec elle-même. Donc, le coefficient de corrélation entre le score obtenu en sciences et le score obtenu en sciences égale à 1, évidemment. Mais tous les autres coefficients sont compris entre moins 1 et 1. Et les coefficients qui sont proches de 0 signifient qu'il y a très peu de corrélation, qu'il y a très peu d'association entre les variables. Par exemple, pour les données de notre étude,
on voit qu'il y a une association relativement faible entre la sensibilité musicale des enfants et le score obtenu par ces enfants en sciences. Ouais, le coefficient de corrélation est de 0,04 et on peut voir qu'il n'est pas significatif puisque la p-value égale à 0,34 supérieure à 5%. Il n'y a donc pas d'association, en tout cas statistiquement significative, entre les résultats scolaires en sciences et le niveau de sensibilité musicale. Alors je disais tantôt que ce tableau est très grand et il n'est pas question d'analyser chaque valeur de cette matrice, ce serait ridicule. Mais nous avons quand même un patron de corrélation entre les variables initiales. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est précisément sur la base de ce patron d'intercorrélation que l'analyse en composantes principales va synthétiser les nouvelles variables. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'avoir une base de données pour faire une analyse en composantes principales. Il suffit de connaître la matrice de corrélation. On peut donc soumettre à SPSS ce tableau sans connaître ces informations et c'est suffisant pour faire une analyse en composantes principales. Alors, une des conditions de l'analyse en composantes principales, c'est justement que le déterminant de la matrice de corrélation ne soit pas égal à 0. Un déterminant égal à 0 signifie qu'il y a multicollinéarité. Au moins deux variables dans la base sont parfaitement corrélées. Le déterminant vaut 3,399 fois 10 puissance moins 6. Il est très faible, mais il n'est pas nul. Il n'est pas égal à 0. On peut donc pousser un ouf de soulagement. Il y a bien sûr des corrélations entre les variables, n'est-ce pas? Comme on le voit ici, mais ce ne sont pas des corrélations parfaites. Il n'y a pas de coefficient de corrélation égal à 1 ou à moins 1, sauf sur la diagonale bien sûr, mais ce ne sont pas des corrélations, ce sont des variances. Alors, nous voulons un déterminant non nul, mais nous voulons aussi que notre échantillon soit adéquat pour une analyse en composantes principales, et l'indice d'adéquation, l'indice de Kaiser, l'indice KMO, doit être au moins supérieur à quelque chose comme 0,6 ou 0,7. Il vaut ici 0,818, 0,8. C'est donc une bonne nouvelle. Quant au test de Bartlett, dont l'hypothèse nulle affirme que toutes les variables sont 2 à 2 indépendantes ou décorrélées, ou encore que la matrice de corrélation coïncide avec la matrice unité, c'est l'hypothèse nulle, tandis que l'hypothèse alternative affirme que la matrice de corrélation n'est pas égale à la matrice unité, ou encore qu'il y a au moins deux variables dans la base de données qui ont un degré de corrélation significatif. Eh bien, la p-value du test de Bartlett est de 0,000 qui est inférieur à 5%. Il faut donc rejeter l'hypothèse nulle, ce qui est encore une bonne nouvelle pour nous, et c'est-à-dire qu'on peut poursuivre l'analyse. Alors, ce qui nous intéresse dans la matrice anti-image, ce sont les coefficients de la diagonale principale. Ces coefficients sont des indices KMO pour chaque variable, le score en sciences, le score en littérature, l'adaptabilité, le score QI, etc. Et par exemple, pour la variable score sciences, l'indice KMO est de 0,376, alors qu'il vaut 0,857 pour le niveau de curiosité et 0,971 pour l'aptitude verbale. Il est bien sûr souhaitable que ces indices soient grands. Plus la mesure est élevée et plus la variable a le mérite de faire partie de l'étude. Pensez par exemple à ces variances comme à l'information initiale contenue dans chacune de ces variables. Alors, une variable, c'est des informations, n'est-ce pas? Et on peut décrire ces informations au moyen de la variance. Donc, quand je calcule la variance d'une variable comme le score en sciences, cette variance est d'autant plus élevée que l'information décrite par la variable est importante. Donc, s'il y a une grande variabilité dans le score en sciences, on aura une variance très élevée. Variance égale information. Or, il est dit ici que ces variances initiales sont toutes égales à 1. Eh bien, c'est parce que ces variables ont été standardisées et que la variance d'une variable standardisée égale à 1. Donc, c'est comme si vous aviez 100% d'informations au départ. Et ça veut dire aussi que toute l'information, toute la variance contenue dans la base de données initiale, dans les anciennes variables, a servi à la construction des composantes principales. Et ce point est très important parce que l'analyse en composantes principales diffère précisément d'une autre analyse qu'on appelle analyse factorielle par le fait que dans l'analyse factorielle exploratoire, ce n'est pas la masse initiale des variances qui est décomposée, qui est analysée, mais c'est seulement la variance commune ou partagée par les variables de départ qui est analysée. Et par conséquent, dans une AFE, dans une analyse factorielle exploratoire, dans les communalités initiales, on n'aura pas 1, 1, 1, 1, 1,
pour dire 100%, 100%, 100% d'informations, on aura seulement les pourcentages de variance communes ou partagées entre ces variables. Et ça, c'est une différence importante. Mais nous faisons une analyse en composantes principales, et c'est pourquoi toute la variance, toute l'information de départ est analysée. Dans la colonne suivante, nous avons pour chaque variable la variance expliquée par les facteurs retenus. Vous voyez, 76,2% de l'information contenue dans la curiosité des participants s'explique par les facteurs. 82,3% de la motivation est aussi expliquée par les facteurs. Et ces coefficients, ces communalités, permettent finalement de déterminer si une variable est adéquate pour une analyse en composante principale. Regardez le revenu des parents. 57,2% de la variance du revenu des parents s'explique par les nouvelles variables que nous allons extraire. On pourrait donc penser que la variable revenu des parents n'est pas tellement adéquate, en tout cas pas plus adéquate que la variable aptitude verbale, que la variable motivation ou adaptabilité ou curiosité, et par conséquent on pourrait la retirer de l'étude. En général, une variable qui a une communalité inférieure à un seuil comme 0,3 ou 0,4 est une variable inadéquate pour l'analyse en composante principale et doit donc être retirée de l'étude. Alors nous sommes ici chanceux, toutes les variables ont un indice d'extraction supérieur à 0,4 ou 0,3. Nous poursuivons l'étude. Nous avions 15 variables initialement, on s'attend donc à extraire au plus 15 composantes principales. Vous voyez donc de 1 à 15. Alors bien sûr que nous n'allons pas retenir toutes ces composantes. Si l'objectif de l'analyse en composante principale est de réduire la dimension des variables, alors on s'attend à ce que quelques-unes seulement de ces composantes principales soient retenues. On a la valeur propre de chaque composante, qui je l'ai dit n'est rien d'autre que la variance de ces composantes. Et par exemple, la variance du premier facteur est de 7,077. La variance du deuxième facteur est de 1,83. Vous voyez qu'on est passé de 7 à 1. Il faut toujours penser la variance en termes d'informations contenues ou capturées par une composante principale, par un facteur. La première composante contient beaucoup d'informations, n'est-ce pas, puisque sa variance est de 7. La deuxième composante contient relativement peu, 1,83, la troisième 1,30, et vous voyez qu'à mesure qu'on progresse jusqu'à la 15e, la quantité d'informations, la quantité de variance diminue. Il n'y a presque pas d'informations. En pourcentage, la première composante capture environ 47% de l'information de la variance contenue dans la base de données initiale. Tandis que la deuxième composante capture 12%, la troisième 8%, etc. Et si on fait le cumul, vous voyez que les trois premières composantes à elles seules capturent environ 70% de la masse totale d'informations contenues dans la base de données initiale. Et ça, c'est remarquable, parce que ça veut dire que je suis parti d'une base de données qui contient 15 variables, n'est-ce pas? L'analyse en composante principale a synthétisé 15 nouvelles variables, mais les trois premières variables synthétiques, à elles seules, capturent environ 70% de toute l'information que la base de données initiale. Si on prend 4 composantes, on a environ 75% de l'information, donc de la variance. Et vous voyez qu'en retenant toutes les composantes, les 15 composantes, on a 100% de l'information. Évidemment, puisque on est parti de 15 variables et on a synthétisé 15 nouvelles variables. Alors, on va sacrifier quelques informations. On va perdre environ, disons, 30% d'informations ou 25% d'informations. C'est une perte. Mais l'avantage, ce que nous gagnons par ce commerce, par cette transaction, c'est une réduction de la dimension du problème. À ce point, à ce niveau, on pourrait demander, mais combien de facteurs faut-il retenir? Si vous regardez, il semble qu'SPSS ait retenu 3 facteurs. J'espère que vous vous souvenez que nous avons demandé au logiciel de ne retenir que les composantes qui ont une valeur propre supérieure à 1. La première composante a une valeur propre de 7 supérieure à 1, la deuxième a une valeur propre de 1,83 supérieure à 1 et la troisième a une valeur propre de 1,30 supérieure à 1. Toutes les autres valeurs propres sont inférieures à 1 et par conséquent, ces facteurs n'ont pas été retenus. Alors, regardons le scriptplot pour voir si le nombre de facteurs retenus est légitime. Sur l'axe des ordonnées, vous avez les valeurs propres, les eigenvalues, les variances des facteurs. Et sur l'axe des abscisses, vous avez les indices des composantes principales. Donc, on a 15 composantes principales au total, au maximum, numérotées de 1 à 15. Et la première composante principale, vous voyez, a une variance, une eigenvalue de 7,077.
n'est-ce pas, donc quelque part ici. Et puis il y a une chute, une baisse assez considérable jusqu'à la deuxième composante, et de la deuxième composante à la troisième, il y a une diminution, mais cette diminution n'est pas aussi prononcée que la diminution qui existe entre la première et la deuxième. Et puis entre la troisième et la quatrième, il y a encore une baisse, mais vous voyez que à partir de la troisième composante, les baisses sont très sensibles. Elles ne sont plus prononcées. On peut dire qu'elles ne sont plus tellement significatives. Et donc le script plot nous permet de porter un jugement sur le nombre de facteurs, le nombre de composantes à retenir. Nous voyons que pour ce problème, retenir 3 composantes est une décision éclairée. Le script plot soutient ce jugement. Alors la matrice des composantes. Nous avons les 3 composantes retenues, les 3 nouvelles variables, et dans chaque colonne vous avez des poids qui vont jusqu'à 0,5. Vous vous souvenez qu'on a imposé que tous les poids, tous les coefficients qui sont inférieurs à 0,5 soient systématiquement supprimés. Et bien c'est pourquoi vous ne voyez pas pour les variables revenus des parents, éducation du père. Les coefficients n'apparaissent pas précisément parce que ces coefficients sont trop faibles. Ils ne sont pas aussi importants que ceux qui ont été affichés. Et cela va nous permettre d'interpréter la composante 1. Même chose pour la deuxième composante et puis pour la troisième composante. Alors, nous avons demandé à SPSS d'opérer une rotation, et c'est-à-dire une réaffectation des coefficients pour mieux favoriser la lecture, l'interprétation des composantes. Et c'est pourquoi, si vous regardez le tableau précédent, vous voyez par exemple la composante 3 a un score de 0,524 en sciences et 0,689 en littérature, mais après rotation des axes factoriels, regardez, la troisième composante est maintenant fortement associée à la littérature et aux sciences. Au lieu de 52 et 69, on a 75 et 73. Même chose pour la deuxième composante. Ouais, on a 0,8, 0,73, 0,63 et puis aussi pour la première composante. Comment interpréter ces variables synthétiques? La troisième composante qui est fortement associée au score obtenu par les enfants en littérature et en sciences semble, selon toute évidence, dénoter de ce qu'on pourrait appeler le succès scolaire de l'enfant, n'est-ce pas? Le succès scolaire a 2 dimensions, la dimension littéraire et la dimension scientifique. On pourrait aussi dire résultat scolaire, si l'on veut. La deuxième composante est fortement associée à l'éducation du père, à l'éducation de la mère et aux revenus des parents. Cette composante, cette variable synthétique, ce facteur, nous paraît indiquer le statut socio-économique de l'enfant. La première composante est associée à l'aptitude verbale, à l'interactivité, à l'automotivation, à la capacité visuelle, au quotient intellectuel. Quotient intellectuel, intelligence, n'est-ce pas? Niveau de curiosité, adaptabilité, abstraction, motivation, sensibilité musicale. Je crois qu'on peut appeler cette composante niveau d'intelligence ou simplement intelligence. Cette composante capture différents niveaux d'intelligence, différents degrés d'intelligence. Et voyez donc que nous avons, à partir de 15 variables, synthétisé 3 nouvelles variables, 3 composantes principales. La première variable s'appelle intelligence, la deuxième s'appelle statut socio-économique et la troisième s'appelle succès scolaire. Tout juste en bas, qui dit Component Transformation Matrix, est une matrice 3 par 3 qui est sans intérêt pour nous. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est une matrice de rotation. En algèbre linéaire, une rotation s'effectue en termes de produit matriciel. C'est de cette matrice qu'SPSS est servi pour effectuer la rotation des axes principaux, des axes factoriels comme on dit, laquelle nous a donné ce tableau. Alors, on en vient au dernier tableau qui montre comment synthétiser les nouvelles variables en fonction des anciennes. Par exemple, la première composante, qu'on a appelée intelligence, s'obtient en multipliant le score obtenu en sciences par moins 0,061 plus le score obtenu en littérature fois moins 0,007 plus le degré de curiosité de l'enfant, enfin son score en curiosité multiplié par 0,128 plus l'adaptabilité fois 0,138, etc. jusqu'à la capacité visuelle multipliée par 0,121. La deuxième composante, qui est le statut socio-économique de l'enfant, s'obtient en multipliant le score en sciences par 0,11, plus le score en littérature par moins 0,095, etc. Et puis, la troisième composante principale est obtenue
en pondérant les anciennes variables par les poids factoriels que voici. Vous voyez donc, en combinant linéairement les anciennes variables avec les poids ou les coefficients qui sont ici donnés, on obtient de nouvelles variables. Alors le dernier tableau est une matrice 3 par 3 et c'est la matrice des covariances entre les facteurs. Et cette matrice est unitaire, elle indique qu'il n'y a pas de covariance, il n'y a pas de corrélation entre les facteurs. Sur la diagonale principale, vous avez des 1 qui désignent les variances de chacun des trois facteurs. Or, on voit que le facteur 2 ne covarie pas avec le facteur 1, il ne covarie pas avec le facteur 3, et ce n'est pas étonnant puisqu'on a utilisé la méthode Varimax pour l'extraction des facteurs. Vous voyez, c'est marqué ici Varimax. Cette méthode produit toujours des facteurs indépendants, non corrélés, décorrélés, qui ne covarient pas. Alors, on va terminer en allant dans la vue des variables. Si vous regardez, SPSS a ajouté 3 nouvelles variables, n'est-ce pas? Ces variables n'existaient pas. Elles ont été conçues. Ce sont des variables qui correspondent aux composantes principales. Alors, on va changer les noms. La première composante, on l'a appelée intelligence. La deuxième, c'est le statut socio-économique des parents. La troisième composante, c'est le succès scolaire ou résultat scolaire. Enfin. Et dans la vue des données, vous avez ces variables. Alors, certaines données manquent. Ces données n'ont pas été prises en compte dans l'analyse. C'est pas surprenant. Donc, pour tous les participants qui ont répondu à toutes les questions des anciennes variables, SPSS a calculé 3 nouvelles variables qui capturent environ 70% de la variance de l'information contenue dans les 15 anciennes variables. C'est formidable.